vite. Quelques applaudissements pour nos deux pédagogues de l'infrastructure. Alors, qu'est-ce que la DIENA d'abord? Et si je comprends, vous êtes là donc pour un propos un peu synthétique, mais plus une ouverture, parce qu'on s'empêche surtout dans ces domaines de fermer la réflexion. La DIENA a à voir avec l'Afrique, mais et la Corrèze dans tout cela? Alors c'est une longue histoire. Je suis un peu comme notre ami Marco Diani. Tellement de choses ont été dites et si bien dites que faire un petit exercice de l'ENA, c'est-à-dire une note de synthèse, eh bien c'est pas quelque chose qui va vous permettre peut-être de retrouver tous les éléments qui ont été évoqués de manière aussi brillante et aussi complète. Monsieur le sénateur, votre engagement pour le numérique, vraiment je vous félicite parce que le primum movens du développement de tout ceci passe par le politique et par l'engagement de l'État. En tant qu'opérateur d'un organisme de l'État, je suis délégué interministériel pour l'éducation numérique en Afrique, où nous avons quasiment toutes les conditions les plus difficiles pour essayer de tenter d'introduire le concept de l'éducation numérique pour tous, mais dans les conditions où les situations financières de développement, de solidarité sont les plus difficiles à réaliser et apporter des solutions concrètes, pragmatiques, eh bien ça a été le job auquel nous nous sommes attelés depuis environ 2 ans. Alors depuis 2 ans, nous avons d'abord hérité de mon passage, de mon histoire personnelle. Je vous ai pas... Quand je fais un cours à l'université, je suis professeur à l'université Pierre et Marie Curie, je suis professeur de chirurgie cardiovasculaire. On peut se demander comment je suis arrivé à l'éducation numérique. Et comme Marc Cherrière l'a indiqué tout à l'heure, j'ai été un peu le pionnier au niveau des universités en France. Et j'ai lancé la première université médicale virtuelle francophone pour mettre à la disposition de tous les étudiants dans les sciences de la santé des ressources numériques éducatives labellisées, produites par les meilleures universités françaises et par l'ensemble des facultés de médecine de France. 2 principes nous ont conduits dans cette histoire, la capitalisation des savoir-faire et la mutualisation, l'idée du partage. Et donc, comme ça date de 2000-2003, Claude Allègre, un petit peu le fondateur, parce qu'il avait créé les campus numériques. Et il avait financé. Donc on voit l'influence du politique pour les établissements pour aller dans ce sens-là. 2003, le ministère de l'époque, l'expertise qu'on avait commencé à avoir dans ce domaine pour capitaliser, faire sortir le numérique, l'innovation, comme vous l'avez dit très bien, suscite à la fois des angoisses, mais en même temps de l'enthousiasme. L'innovation, la résistance des enseignants au numérique, elle est connue, mais elle est en train de changer. Pour avoir vécu tous ces épisodes, je peux vous dire que la mutation du corps enseignant est vraiment à l'œuvre. Ce n'est pas quelque chose d'impossible, c'est quelque chose qui se fait au quotidien. La pénétration du numérique dans les pratiques au quotidien avec nos étudiants, et aussi bien d'ailleurs à l'université que dans les petites écoles, c'est quelque chose qui se produit parce qu'il y a eu une mutation sociétale qui s'est produite et que nous vivons tous. Et être à côté du train qui passe, les profs ne sont pas fous. Ils en ont marre d'être pris pour des has-beens, ne pas être de digital natives. Moi j'ai plus de 60 ans, je suis un geek. Mes étudiants me considèrent comme un maître navigateur, un initiateur du numérique. Et je ne suis pas je pense, Monsieur Diani, vous en êtes un autre, même si vous savez très bien que le numérique, c'est pas magique, que c'est pas parce qu'il y a des ressources en ligne que c'est pas parce que vous entrez dans une bibliothèque, qu'elle soit réelle ou virtuelle, que vous devenez savant, que vous avez exercé votre jugement, que vous avez appris, que vous avez passé du stade de la connaissance à la compétence. Professeur de chirurgie,
quand je vois mes étudiants, je leur dis est-ce que tu sais faire? Et savoir faire, savoir, ça veut dire avoir intégré les savoirs. Et quand on parle de la dialogie entre le réel et le virtuel, le primum movens du cerveau humain, c'est la virtualisation du réel. Quand je dis à mes étudiants qui se lavent les mains avant d'aller ouvrir le corps, le cœur, l'abdomen d'un patient, je demande à ces apprentis, à ces praticiens, qu'est-ce que tu as dans ta tête? Quel est ton plan? Quelle est ta stratégie? Comment as-tu virtualisé ce que tu vas rencontrer là, sous tes doigts, sous ta main, sous ton ciseau, ton scalpel, etc. Et la numérisation, c'est la virtualisation du réel. Et la réalité augmentée, actuellement, quand vous opérez ou quand vous pilotez un Boeing ou un avion de chasse, vous êtes d'abord dans des simulateurs. Aujourd'hui, dans nos facultés de médecine, pas seulement aux États-Unis, certains parlent des MOOC, il y a des MOOC en France. Ne croyez pas que les MOOC, c'est pour les États-Unis ou pour les autres, ou pour Coursera et les Suisses. Nous sommes en train de produire des MOOC francophones avec la ministre Madame Furazo. Et c'est l'ensemble du corps enseignant français qui va répondre, peut-être avec un tout petit peu de retard à l'allumage, mais néanmoins on le fera à notre manière. Je reviens à la virtualisation et à la simulation et à l'apprentissage par le virtuel du réel. Eh bien, nos étudiants, nos enfants, aussi bien depuis l'école primaire que jusqu'à l'université, aussi bien depuis l'université jusqu'à l'entreprise, doivent pouvoir travailler leur esprit critique, leur jugement, leurs apprentissages virtuels pour être encore plus performants dans la réalité. C'est ça le sens de l'innovation, c'est pour cette raison qu'il doit y avoir un développement considérable, et ce n'est pas seulement du magique, ce n'est pas de la technologie pour la technologie, c'est de la technologie pour avancer dans la pédagogie. Le principe même de l'école, c'est le transfert des savoirs. Eh bien, on transfère mieux avec le numérique. Je reviens un instant pour le transfert et ce qui m'a attaché sur les pays en développement. Aujourd'hui, si vous allez dans une classe en Afrique, faites l'expérience. Certains l'ont déjà peut-être faite. Allez à Niamey. Les écoles, c'est 100 ou 120 enfants par classe pour une école maternelle ou primaire. C'est en général comme ça. Quels sont les outils dont disposent les élèves et les enseignants? Des tableaux avec de la craie, des ardoises avec de la craie. Mais je suis partisan de penser que les tableaux avec la craie et les ardoises avec la craie seront très rapidement des tablettes, des smartphones pour les enfants et des murs numériques interactifs pour les élèves. Allez dans le démocamp, vous verrez les murs numériques interactifs qu'avec la coopération française, nous sommes en train d'installer dans une quinzaine de pays d'Afrique. Nous allons installer d'ici la fin de l'année plus de 6000 classes numériques, ce qui est un énorme effort financier de la part de notre gouvernement. Mais c'est d'ailleurs une succession du précédent gouvernement et le travail se poursuit avec le nouveau. Donc c'est transpolitique, c'est là où tout le monde se retrouve d'ailleurs sur ces objets du développement. Et on sait très bien que c'est par ce canal-là que le processus de transformation de l'éducation dans les pays en développement va pouvoir se réaliser peut-être plus vite qu'on ne l'imagine, parce que comme l'ont dit nos collègues, les grands hommes de la technologie, des industriels, eh bien la pénétration de la téléphonie portable en Afrique, elle n'était pas soupçonnable il y a une vingtaine d'années. Et ce qu'a dit, je ne sais quel intervenant tout à l'heure, c'est que même lorsque les adultes ont oublié leur alphabet, ils le réapprennent aujourd'hui en faisant des SMS. Et donc, vraiment, ça c'est quelque chose où le numérique, la mutation du numérique
réintroduit le besoin de la lecture. Et je suis loin de vouloir opposer comme quelque chose de totalement innovant, formidable, la disparition des crayons, des livres, etc. Je ne crois pas que ce soit bien. Je crois qu'il faut l'hybridité dans tout. Il n'y a pas la religion du numérique. Le numérique éducatif est un processus, est un moyen dont les enseignants doivent s'emparer, mais de manière beaucoup plus forte qu'ils ne l'ont fait jusqu'à présent, parce que c'est par eux que la prescription, l'usage, va se faire, mais dans des conditions, comme le dit Michel Serres, dans des conditions où ce qui compte, c'est donner du sens, et vous l'avez dit, je crois, monsieur le sénateur, c'est donner du sens à l'apprentissage. C'est pas parce que c'est un jeu qui a l'air d'être ludique qu'il n'y a pas une intention pédagogique derrière. C'est pas parce qu'il y a un simulateur qui vous donne l'impression d'être un chirurgien que vous êtes... Vous voyez, il va falloir faire un effort. Et en tant qu'enseignant, je dis toujours à mes élèves, à mes étudiants, vous devez faire des efforts. Le numérique n'est pas magique. Vous n'allez pas transformer les processus de compréhension et d'apprentissage qui resteront toujours la clé de l'avancée. Alors je voulais juste essayer, j'avais pris quelques notes, mais parce que je voulais simplement essayer j'avais une réflexion sur pourquoi parler du printemps du numérique, si ce n'était conjoncturel avec la date de ce rassemblement. Printemps, c'est le temps des promesses, le temps des fleurs, voire des fruits, ou même d'un monde nouveau, de la renaissance et de la connaissance, naissance avec. Et donc, le printemps, c'est une phase où la gestation de quelque chose est la promesse de quelque chose qui va arriver. Eh bien, je crois que en matière d'éducation, nous sommes à cette phase gestationnelle, évolutive, que l'embryon tel qu'il était au début, si vous regardez, moi qui suis professeur de médecine, il faut voir les stades de l'évolution d'un embryon et se rendre compte que les mutations progressives ont transformé ce qui était la promesse en un être humain, en un cœur qui bat, etc. Eh bien, tout ceci est en train de se faire. Et cette mutation, elle file à la vitesse du progrès de la technologie. Et c'est le progrès de la technologie qui est, certes, soyons pas naïfs, avec M. Diani, il y a le marketing derrière, il y a l'idée de vendre, il y a l'idée de développer les marchés, etc. Et donc, la technologie, eh bien, on est passé des Apple U aux tablettes U. Et parce que le marché des machines est là derrière, le marché de la communication, des industriels. Mais en même temps, cette mutation technologique induit de nouveaux usages dans la communication et dans le monde même des pratiques éducationnelles. Malgré la résistance de corps enseignants à l'innovation et un peu poussée par les digital natives, un peu poussée par ce que Michel Serres appelle les petites poussettes. Nos enfants qui manipulent, c'est maintenant même difficile à table, vous avez des ados, ils sont toujours en train de tapoter leur SMS et c'est quelque chose, ils vivent ça à l'école. Alors les profs essayent d'interdire les SMS dans les classes, mais ils sont à la fois là et ailleurs, en train de travailler ailleurs. Et les parents essayent de se battre avec ça, et les enseignants aussi. Mais est-ce qu'il faut se battre avec ça? Je ne suis pas sûr. Il faut vivre avec, il faut apprendre à vivre avec. Et alors, tout ceci aboutit à quelque chose qui est un bourgeon. Le premier grand bourgeon que beaucoup d'enseignants méconnaissent. Du numérique, ça devrait s'appeler, c'est un acronyme anglo-saxon que tout le monde devrait connaître, c'est ATA-WADAC. Ça veut dire Anytime, Anywhere, Any Device, Any Content. Ça veut dire que l'enseignement doit se faire quelles que soient finalement toutes ces conditions de lieu, de temps, de temporalité, de machine. Vous voulez juste nous le traduire? Et device, c'est le support. Any machine,
any device, any tablette, computer, ordinateur, les d'accord. mots qui ont été employés. À tout moment, donc ça, Smartphone, ok. à Voilà. tout moment. Anytime. Et puis anywhere, quel que soit Partout. le lieu où vous êtes. Et puis any content. Et il faut réfléchir sur any content parce que c'est là où il y a une deuxième grande révolution dont probablement notre ami Henri Verdier parlera, parce qu'il en parle de manière extraordinaire, parce que c'est un des leaders de l'open data en France. Et c'est pour l'éducation, les data, c'est des ressources. Open Educational Resources. Il faut que, et c'est la nouvelle philosophie des grands organismes internationaux. 21 juin 2012, déclaration de l'UNESCO, monsieur le sénateur. Ressources éducatives libres. Recommandation à l'ensemble des pays du monde. L'accès libre à la connaissance. Alors moi, je ne traduis pas REL par RNEL, c'est ressources numériques éducatives libres. Parce que les livres disponibles, expédiés, etc., c'est lourd, c'est compliqué. Les ressources numériques partageables, ça circule. Et c'est ça qu'il faut vendre. Mais les ressources éducatives libres, ça veut dire, et alors là, on a beaucoup travaillé pour l'Afrique sur ce concept, c'est le logiciel libre pour créer, pour éditer des ressources libres. Et donc, nous avons créé, avec le nom du programme que je porte, qui s'appelle Sankoré, du nom de la mosquée de Tombouctou, je reviens sur l'histoire sur laquelle vous avez commencé à m'interroger. Pourquoi Sankoré? Parce que c'était la première université africaine du Haut Moyen-Âge, contemporaine de la Sorbonne et d'Oxford. C'était la mosquée de Tombouctou. Les événements actuels, récents, ont montré que c'est la France qui a relibéré Sankoré. Et nous avons, par un hasard totalement extraordinaire, appelé le logiciel sur lequel nous travaillons Open Sankoré. Monsieur Benamou, j'ai un petit... Je termine. Non, au contraire. Je voudrais juste que vous le gardiez pour vous. Je sais que je viens d'apprendre qu'Henri Verdier avait une obligation de transport. Et donc, comme vous avez l'air de bien l'aimer, je me suis dit que vous alliez rester avec moi. Je l'aime, en plus nous sommes voisins d'étage. D'accord.